Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. La ministre du Plan et de la Coopération internationale veut une loi plan sur la période 2016-2020. Mamakani Diallo l'a soumis à l'examen ce jeudi au Conseil des ministres. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a quant à lui soumis au Conseil un projet de décret portant institution et organisation du prix guinéen de la qualité. Bouakar Bari a aussi communiqué sur la politique nationale du contenu local. Explication d'Aouda Mohamed Kamara. Comme cela est d'ordinaire, le Conseil des ministres de ce jeudi a démarré par le message du chef de l'État. Et les points abordés par le professeur Alpha Condé portaient sur la récurrence des accidents, le paiement des engrais et la reprise de l'usine Salguidia. Il a exigé qu'une profonde réflexion soit menée pour apporter des réponses adéquates avec un calendrier d'exécution en vue de réduire de façon drastique ces catastrophes. Le chef de l'État a demandé aux services concernés de suivre régulièrement auprès des paysans le paiement des engrais et à en faire un point régulier. Le président de la République a instruit le ministre en charge de l'industrie de procéder à un suivi rigoureux des différentes offres de services des unités industrielles retenues et revenues dans le portefeuille de l'État. Il a particulièrement insisté sur le cas de l'usine Salguidia pour laquelle le président a ordonné une sécurisation du site en vue d'une prochaine reprise. Pour le compte du compte-rendu du Conseil interministériel du 9 mai, la ministre du Plan, qui a soumis à l'examen le projet de loi plan pour la période 2016-2020, Mamakani Diallo, a rappelé que la Constitution fixe déjà les orientations pluriannuelles du développement de la nation et les engagements de l'État. La ministre a indiqué que conformément aux dispositions de cette Constitution, le plan national de développement économique et social a été transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Elle a rappelé que des commissions détaillées ont été faites auparavant devant le Conseil selon le plan national de développement économique et social. Au cours des débats, l'observation essentielle a porté sur la nécessité d'intégrer le Fonds de développement social et de solidarité dans le plan national de développement économique et social. Parlant du prix guinéen de la qualité, dont le projet de décret a été soumis par le ministre de l'Industrie, Bouakar Bari estime que si les entreprises conforment les spécifications de leurs produits et services aux normes, cela présente aussi divers avantages non seulement pour le gouvernement, les entreprises, mais aussi les consommateurs. Et cela pour diverses raisons. La reconnaissance des entreprises performantes, la consolidation d'une infrastructure qualité reconnue sur le plan national, régional et international, constituer une base de données sur le niveau de qualité du tissu économique guinéen, améliorer l'image du pays et des produits fabriqués localement, inciter un grand nombre d'entreprises à la démarche qualité et si possible à l'obtention de la certification, favoriser la performance nationale dans la sous-région. Quant à la politique nationale de contenu local, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a impliqué notamment le secteur public et privé ainsi que la société civile. Il a expliqué que la lettre de politique de contenu local est ainsi conçue et élaborée pour impulser la dynamique de création d'un tissu industriel local performant et compétitif de PME capable de générer des emplois et de contribuer hautement à la croissance économique de notre pays. Le ministre a informé que pour tirer profit de ces avantages, le gouvernement doit nécessairement mettre en œuvre des politiques cohérentes accordant une attention particulière au développement des ressources humaines, au renforcement des capacités des entreprises locales, au marché des biens et services. Au terme, selon Damantan Albert Kamara, le Conseil a recommandé l'adoption du projet plan pour la période 2016-2020, demandé la clarification des niveaux du prix national de la qualité et a recommandé l'approbation de la lettre de politique nationale de contenu local par décret. Le ministère des Mines et de la Géologie, en collaboration avec des partenaires, a procédé cette semaine au lancement officiel des activités de la 5e édition du symposium Mine Guinée à Conakry. Objectif, soutenir la relance du secteur minier guinéen à travers un accompagnement des réformes profondes entreprises ces dernières années. Le symposium regroupe des représentants des sociétés minières et les membres du gouvernement. Moussa Sifa Kamara.
Cette rencontre permettra à la Guinée de promouvoir son potentiel minier, faire comprendre aux investisseurs étrangers les réformes engagées par le département et mettre en lumière les projets en cours. C'est aussi une occasion pour les parties prenantes de faire une analyse profonde sur la situation des mines dans le pays. Pour le président de la Chambre des mines de Guinée, pour que chaque acteur puisse tirer pleinement profit de ce secteur, l'adoption ou la poursuite de certaines mesures s'avère indispensable. Ces mesures concernent notamment la sécurisation des investissements miniers à travers un dialogue constructif avec les communautés et les partenaires sociaux pour une plus grande acceptation locale des activités des sociétés minières. Le respect par les compagnies minières des conventions, du code minier, des réglementations et de l'environnement. Parlant des attentes de cette initiative, le chef du département des mines et de la géologie explique. Il servira de cadre pour la mise en évidence des opportunités d'investissement, la présentation de grandes orientations stratégiques et des réformes entreprises par le gouvernement. C'est aussi l'occasion d'apprendre des autres et d'échanger sur la gestion responsable et durable du secteur minier dans un monde concurrentiel et en constante évolution. Au-delà de son potentiel important dans le domaine de la bauxite, la Guinée regorge également plusieurs ressources naturelles exploitables, d'où l'invite du président de la République à l'endroit des investisseurs de s'y intéresser. La Guinée n'a pas seulement la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Nous avons beaucoup d'autres matières premières comme le cuivre, le platine, l'uranium, etc. Donc nous invitons un certain nombre de partenaires à travers de faire la géophysique afin que ces autres matières premières aussi, ces autres minéraux aussi puissent être exploités. Pendant ces 3 jours, les investisseurs nationaux et étrangers échangeront sur plusieurs thématiques, notamment les réformes engagées pour l'investissement minier en Guinée, la mutualisation des infrastructures connexes aux mines, les infrastructures de la géologie, la diversification de la production minière et le partage des bénéfices. Les chefs de la DAF, division administrative et financière des départements ministériels en formation depuis cette semaine, le renforcement de la gestion des finances publiques et l'amélioration de la gouvernance macroéconomique étaient la toile de fond de ce séminaire de 5 jours initié par le ministère du Budget. Explication Alice Nigalo. L'absence de lien entre les politiques sectorielles et les budgets des départements ministériels, la faiblesse des arbitrages des avant-projets au sein des cabinets ministériels et la non-implication des services centraux et déconcentrés dans l'évaluation des besoins. Le manque d'analyse exhaustive et rigoureuse pour l'identification des besoins et l'affectation des ressources en fonction des priorités. C'est d'après ce constat que le ministre du Budget a initié cette formation à l'intention des gestionnaires de l'économie du pays. Pour Mohamed Lamine Doumbouya, la non-implication totale des DAF crée de nombreux problèmes dans la gestion des finances publiques. Et pour cette année en cours, des perspectives ne manquent pas. En dépit des orientations circulaires budgétaires, le processus d'élaboration des lois de finances se heurte encore à de nombreuses insuffisances préjudiciables à la qualité des documents budgétaires et à une gestion efficace des dépenses publiques. Je dois également rappeler que vous, les DAF, avez une grande responsabilité dans le respect des règles d'exécution du budget de l'État. Vous êtes garant d'une bonne gestion des finances publiques. À cet égard, pour l'exercice 2017, les actions vont porter, entre autres, sur le respect des délais de dépôt des rapports périodiques de l'exécution budgétaire, le suivi des délais de traitement des dossiers dans la chaîne des dépenses, et la préparation des plans d'engagement cohérents avec les plans de trésorerie. Cette formation de 5 jours couvre plusieurs domaines de la gestion des finances publiques, notamment le cadre juridique, la préparation et la présentation du budget de l'État, l'exécution des dépenses, la tenue de la comptabilité générale de l'État, la gestion de la trésorerie et les finances locales. Ce séminaire intervient donc, selon le ministre du Budget, à un moment où la Guinée est engagée dans un vaste programme de stabilisation du cadre macroéconomique et de relance de la croissance en vue de promouvoir un développement durable et inclusif. Pour les participants, la tenue de cet atelier a tout son pesant d'or dans la chaîne des finances publiques. Je pense que c'est une bonne chose
Parce que, si vous voulez, c'est les soldats de la gestion économique et financière. Si vous prenez la gestion aujourd'hui économique du pays, vous avez les projets, vous avez les programmes. Et comment impliquer les DAF dans tout ça? Parce qu'on ne peut pas faire une gestion à 5 à 6 carrefours. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un coordinateur. Quand vous prenez l'exécution du budget, combien de gens interviennent dans la chaîne? Est-ce que tous ceux-ci font leur travail? Est-ce que tout ça c'est coordonné? Si tout ça ce n'est pas fait, la nation, ça ne donnera pas de bons résultats. La performance, la rigueur, la discipline, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, tels sont les mots qui devront animer ces ordonnateurs principaux des budgets sectoriels de l'État, a souligné Mohamed Lamine Doumbouya. La deuxième session du comité de pilotage du programme d'appui sectoriel à la décentralisation s'est ouverte cette semaine à Conakry. C'est une initiative transversale selon les organisateurs. Elle vise à faire de l'administration publique un levier de développement socio-économique et culturel du pays. Cette deuxième session devra aussi permettre aux participants d'échanger sur les résultats obtenus après la première session et dégager les perspectives ainsi que leur consolidation. Saloum Kondé. La mission traditionnelle dévolue à toute administration publique, c'est de répondre aux aspirations légitimes des administrés. Et le constat révèle qu'en Guinée, l'accomplissement de cette mission est loin d'être le cas. Et justement, c'est pour inverser cette tendance que le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration a été initié. L'application de ce programme a permis de définir certaines orientations. Première orientation majeure, la restructuration de l'appareil de l'État au niveau central et déconcentré en vue de l'adapter à une nouvelle définition de ses rôles et du transfert effectif de certaines de ses compétences et ressources aux collectivités locales. Deuxième orientation majeure, la promotion d'espaces d'initiative en matière de programmation, de réalisation des actions de développement et de fourniture des services publics de proximité. Cette réforme a permis aussi d'apporter une assistance à la fonction publique, des soutiens qui se traduisent par la réorganisation de l'administration déconcentrée et la mise en place de la fonction publique locale dans les collectivités. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée, une étude sur le redécoupage de la capitale guinéenne et sa périphérie serait en cours. En route vers la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, en tout cas, c'est ce qui a laissé entendre cette semaine le ministre de la Jeunesse lors d'une conférence de presse à Conakry. Le Conseil, selon Moustapha Naïté, sera une structure fêtière de toute la jeunesse guinéenne et de toutes corporations confondues. Le Conseil national des jeunes de Guinée offrira donc des opportunités aux jeunes pour un meilleur développement socio-économique du pays. C'est une évidence en Guinée qu'il n'y a pas de structure fêtière légitime qui parle au nom de la jeunesse. Après moult tentatives les années précédentes, aucune issue n'a été favorable à la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. Mais avec la charte africaine de la jeunesse de 2011 qui impose à tous ces États d'organiser les jeunes, la Guinée ne veut pas rester en marge. C'est pourquoi le ministère du tutelle met les feux au vert pour se conformer aux pays du continent. D'où l'organisation de cette rencontre avec les médias. L'objectif de cette jeunesse, c'est d'être d'abord de cette structure, c'est d'abord d'être cette instance de fédération des initiatives des jeunes de Guinée,
pour ne pas qu'il y ait encore, comme on entend toujours, des créations de leadership ou des querelles de leadership par-ci, par-là, pour qu'il y ait un organe consultatif qui pourra représenter les jeunes de Guinée aux rencontres internationales. Par exemple, aujourd'hui, la Guinée préside l'Union africaine et le thème central, c'est la jeunesse. Alors, toutes les rencontres qui vont se faire à l'étranger, il faudrait bien qu'il y ait une structure représentative de la jeunesse guinéenne. Donc, nous voulons combler ce vide qui existe déjà dans les autres pays. Pour le ministre de la Jeunesse, la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée sera une aubaine pour cette jeunesse guinéenne qui a été tant manipulée de se retrouver et de mettre des garde-fous pour son épanouissement. Selon Moustapha Naïté, le processus est participatif et toutes les dispositions sont déjà prises pour que toutes les associations du pays s'y retrouvent. Nous avons lancé un communiqué ce lundi pour qu'aucune association, même si cette association est installée à Lola, pour ne pas qu'elle dise qu'elle a été exclue du processus. Il faut que tout le monde ait la possibilité de participer. C'est pour cela que nous avons ouvert des bureaux ici et dans les services déconcentrés sur l'étendue du territoire pour que les gens puissent déposer leur dossier afin de participer. Ceux qui ont des agréments en règle, naturellement participent. Ceux qui n'ont pas des agréments, déjà, qui n'ont pas d'agrément encore, le ministère va s'assurer qu'ils aient leur agrément et participer. Personne, je dis bien, personne ne sera exclu de ce processus. Le Conseil national des jeunes de Guinée est un organe représentatif et organisationnel de la jeunesse. Il offre aux jeunes un cadre d'échange, de concertation et d'action en vue de les responsabiliser dans le processus de développement du pays. Le CNJ servira également d'interlocuteur entre les autorités représentées par le ministère de la Jeunesse et les organisations de jeunesse en vue d'assurer leur pleine participation et insertion efficace dans le programme national de développement. Le projet Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes a été officiellement lancé cette semaine à Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen et son partenaire, l'UNFPE, financé par le Royaume de la Belgique. Le projet vise à renforcer l'accès des populations à des services sociaux de base et de qualité. Ça, à Luyambuno. Ce projet, financé à hauteur de 3 400 000 € couvre les régions de Conakry, Kindia et Mamou. Il vient ainsi matérialiser autrement les relations de coopération entre Conakry et Bruxelles. Le projet Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes de Kindia, Mamou et Conakry répond aussi à une préoccupation commune de l'État guinéen et du Royaume de la Belgique. Que nous soyons belges ou que nous soyons guinéens, il y a des valeurs qui nous sont communes. Une de ces valeurs communes, c'est le chanteur français Jean Ferrat, qui l'a chanté en disant « La femme est l'avenir de l'homme ». Et je crois que nul ne peut ignorer ce proverbe et cette parole. Le but principal recherché à travers ce projet est donc de renforcer l'accès des populations à des services sociaux de base et de qualité, notamment relatifs à la santé maternelle et des adolescents ainsi que des jeunes dans les localités concernées. D'ici 2019, la Guinée et ses partenaires se fixent une mission. D'ici 2019, les interventions du projet devront permettre de sauver les vies de 6 213 femmes, de renforcer le potentiel de 4 500 adolescents et de 8 500 jeunes, de rendre autonomes 1 600 femmes, dont 600 filles, en vue de leur protection contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et de protéger 65 000 nouvelles utilisatrices de planification familiale contre les IST, le VIH, le SIDA, contre les avortements clandestins, contre les grossesses précoces non désirées ou rapprochées. Dans cette lutte pour la santé de la reproduction, les gouverneurs et préfets de Conakry, Mamou et Kindia comptent également jouer leur partition. Donc la solution d'abord
une fois que nous allons rentrer, c'est aller lentement rencontrer les sages, rencontrer les hommes de la religion, afin que ceci nous aide. Ensemble, nous pensons, si nous nous entendons bien, nous pourrons trouver la solution. Le gouvernement, par la voix du secrétaire général du ministère de la Coopération internationale représentant la chef du dit département, s'engage à accompagner ce projet qui tient à cœur les autorités guinéennes. La campagne de planification familiale débutera le 16 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. La Guinée et le Fonds des Nations Unies pour la population veulent informer et sensibiliser les populations sur l'importance d'espacer et de limiter les naissances. Quel doit être le rôle des journalistes dans cette campagne? Le ministre de la Santé a tenu à orienter les hommes de médias sur la question à travers un atelier organisé à cet effet. Mariam Bailo nous en dit mieux. Ce sont les membres du réseau des journalistes en population et développement qui ont bénéficié de ce cadre d'échange et de partage avec les acteurs impliqués dans les questions de planification familiale. L'objectif à rechercher à travers cette démarche est d'informer ces hommes de médias sur les thématiques abordées pour mieux communiquer lors de la campagne de planification qui sera lancée le 16 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Ce présent atelier avait pour objectif de partager les informations avec les journalistes, faire en sorte que les journalistes soient outillés pour mieux communiquer sur le déroulement de la campagne. Donc ça nous a permis de partager certains messages clés, notamment l'importance de la planification familiale et comment la planification familiale est organisée au niveau national, au niveau régional et quel est le bénéfice de la planification familiale pour la population. La campagne de planification familiale va au-delà de l'information et de la sensibilisation. Elle favorisera également l'accès des citoyens à l'âge de procréer, l'accès aux différentes méthodes de contraception pour espacer ou limiter les naissances. C'est une campagne d'offre des produits contraceptifs. Donc ça se fait dans les structures de santé, centres de santé, maternités, qui sont identifiés dans chaque préfecture, dans chaque région. Les services de santé ont déjà déterminé dans chaque préfecture où va se dérouler la prestation de services de planification familiale. La campagne concernera les 33 préfectures de la Guinée et contribuera donc à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive en améliorant l'accès des femmes à l'information et aux services de planification familiale. En Guinée, des chiffres démontrent qu'en 2016, le taux de prévalence contraceptive était de 7,8% avec un besoin non satisfait en planification familiale estimé à 27%. La Guinée et ses partenaires veulent une large mobilisation lors de cette campagne pour que chaque citoyen contribue au développement national à travers la planification familiale. Politique à présent avec l'opposition républicaine qui réitère sa volonté de renouer avec sa série de manifestations, une décision qui fait suite, dit-elle, à la non-application du contenu des accords du 12 octobre 2016. C'est au sortir d'une plénière cette semaine que les leaders ont dénoncé le manque de volonté de la part du gouvernement à respecter ses engagements. Omar Sow. Avant de prendre cette décision qui est celle de reprendre les manifestations, l'opposition dit avoir rencontré les partenaires techniques et financiers pour leur expliquer le problème. Une manifestation d'ailleurs prévue juste après le mois de pénitence. Mais avant de se projeter dans cette aventure, l'opposition entend mener des sensibilisations pour une forte mobilisation. L'opposition maintient sa décision de commencer les manifestations après le mois de carême. Mais avant, une large campagne d'information, de sensibilisation en direction des populations pour leur mobilisation lors de ces manifestations sera menée sur toute l'étendue de la République de Guinée. Nous avons décidé également d'élargir les contacts aux chefs religieux et aux organisations de la société civile en République de Guinée. Selon le président du parti groupe, cette mobilisation vise à interpeller le pouvoir public au respect des accords du 12 octobre 2016. Les manifestations que nous projetons, c'est pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Parce que ne pas respecter ses engagements, c'est un manquement
à ses responsabilités. Nous devrions être là, nous ne devons plus être en train de parler des élections. Ça devait être dans le passé. Mais si nous continuons à parler des élections aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, quelque part, on n'a pas respecté la loi. Autre fait souligné cette fois-ci par le chef de file de l'opposition guinéenne au cours de cette même plénière, c'est les dérapages des administrateurs territoriaux qui ont émis des arrêtés démettant les chefs de quartier qui ont reçu le chef de file de l'opposition lors de sa tournée à l'intérieur du pays. Ils sont souvent les premiers à secourir, c'est bien les secouristes. Et le plus souvent, ce sont des agents de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui en sont des spécialistes. Cette organisation a célébré cette semaine le 154e anniversaire de sa création, une manière de magnifier les œuvres de bénévolat de ses membres, mais aussi faire un plaidoyer auprès des décideurs pour un meilleur accès des soins pour tous. La cérémonie a été rehaussée de la présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Li Mariam Baïdo, compte rendu. Cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée chaque année le 8 mai, offre l'occasion aux volontaires de mettre en lumière les missions qu'ils s'assignent dans leurs pays respectifs. La Guinée a aussi célébré dans l'apothéose cette fête qui a réuni ambassadeurs, diplomates, membres du gouvernement autour du thème « Partout et pour tous ». Le saviez-vous? Oui, en effet. Saviez-vous que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte chaque année un support vital à plus de 160 millions de personnes en temps de conflit que des catastrophes naturelles. Voilà plus de 150 ans que le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pris l'engagement de fournir des services humanitaires de qualité aux populations vulnérables et à les préparer à faire face aux crises futures en investissant dans les programmes de résilience et de développement. Oui, chaque année, dans le monde, un réseau global, indépendant et neutre de plus de 17 millions de volontaires et 450 000 professionnels travaillent au sein des communautés dans 190 pays et font toujours l'effort du dernier kilomètre pour avoir accès à tous et ne laisser personne en rate. Venu rehausser de sa présence le niveau de la rencontre des 17 124 volontaires guinéens, le président de la République rassure de son soutien indéfectible et celui du gouvernement des efforts des agents au service des autres. En ma qualité de président de la République de Guinée, pour toute l'occasion que cela est aujourd'hui, d'exprimer très officiellement devant les partenaires privilégiés évoluant en Guinée, tout dans notre pays, envie de vous assurer de ma disponibilité et de ma détermination à soutenir convenablement le rôle auxiliaire indispensable de toute la Croix-Rouge guinéenne. Selon le facilitateur du développement communautaire que vous jouez en temps de crise, comme durant des moments de crise apaisés, vous plaçant des doutes comme un acteur majeur dans les mêmes vies incontournables dans notre circuit. L'idée de la Croix-Rouge est monté mon engagement social en faveur des personnes vulnérables, notamment des femmes et des enfants, se rejoignent à plus d'un titre. Il me semble sans doute concerner des personnes non, et je comprends d'autant plus les réalités que vous devez faire face. Ce qui développe la suffisance que nos convictions convergent en termes d'humanité, solidarité, fraternité et d'entraide. Mesdames, Messieurs, il réalise d'admettre que toute action humanitaire peut être menée à bien et si elle bénéficie du soutien et de l'appui des donateurs et des partenaires. De toute évidence, les problématiques à résoudre sont multiples et nécessitent de mobiliser d'importantes ressources financières, matérielles et humaines. C'est pourquoi je me mets à profit de cette célébration pour lancer un appel du grand à mon gouvernement, aux partenaires du gouvernement d'engager avec la Croix-Rouge guinéenne des pistes de réflexion
afin d'offrir de nouvelles opportunités de partenariat pour le financement des actions humanitaires de nos parts volontaires. Afin qu'il continue à aider efficacement partout et pour tous. Cette journée a aussi été marquée par un don de sang des bénévoles pour, selon eux, sauver plus de vies. Le collectif des avocats de Aboubakar Diakité, alias Toumba, suspend son assistance à l'endroit de son client. L'annonce a été faite cette semaine à travers une déclaration. Les membres de ce collectif dénoncent, selon eux, la sourde oreille des autorités judiciaires face à leurs requêtes récemment formulées pour la bonne poursuite de la procédure. Ils parlent également de l'immixtion de l'exécutif dans cette affaire. Diao Bachir. C'est un collectif des avocats surpris qui s'est exprimé ce lundi devant la presse. Ces avocats à la Cour estiment qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire avancer ce dossier du 28 septembre. Dans ce dossier, ces avocats de la défense estiment que leur client Aboubakar Sidiki Diakité Toumba ne devrait aujourd'hui pas être le seul inculpé. Toumba a été enlevé de Dakar, rendu aux autorités guinéennes le 11 mars 2017 et le 28 mars de la même année, son interrogatoire sur le fond a été clôturé. Au cours de cet interrogatoire, le commandant Aboubakar Diakité Toumba a fait de graves et intéressantes révélations qui imposaient des confrontations. Il a fait d'énormes dénonciations de personnes jusque-là tapies dans l'ombre et qui avaient échappé au pool des juges d'instruction et au ministère public. Ces gens-là grossissaient le chiffre noir de la criminalité. Et donc, face à la lenteur du dossier et l'inaction, disent-ils, du pôle des juges, Maître Aboubakar Silla se dit abasourdi et inquiet. Nous ne pouvons pas comprendre que depuis la fin de l'interrogatoire de notre client, Toumba Diakité sur le fond, que ce dossier n'ait pas bougé de iota. C'est incompréhensible. Que le pôle ne se réunit que quand nous, les avocats de Toumba Diakité, déposant des requêtes. Et là aussi, de manière lapidaire, une ordonnance est prise juste pour rejeter les demandes. Je voudrais revenir sur ces demandes-là. Nous avons sollicité, je ne parle même pas de la discrimination entretenue en ce qui concerne notre client. Ces co-inculpés, doyen l'a rappelé, sont en ville. D'autres occupent des postes officiels. Ils côtoient les victimes, ils côtoient les témoins, ils côtoient la partie civile. Pour Maître Aboubakar Silla, deux raisons fondamentales poussent le collectif à suspendre son assistance. La première, c'est le manque de volonté politique, le doyen l'a rappelé, de manière très explicite. Nous ne savons pas les raisons. C'est vrai, l'exécutif est protégé. Mais c'est ça, le manque de volonté politique. Je n'ai pas confiance que l'État veut tenir ce procès-là, l'exécutif. S'ajoute à cela la deuxième raison, le manque de courage des magistrats, de prendre leurs responsabilités. C'est la deuxième grande raison. Et quand ces deux combinés, vous comprendrez que nous prenions cette décision de suspendre notre mission. Nous ne pourrons plus rien apporter. Commandant, si nous sommes incapables, en tant qu'avocat, de lui procurer le minimum des droits qu'un détenu peut avoir, le droit de visite. Même ça, on a disséqué. Aujourd'hui, il ne reçoit que son père et sa mère. À en croire les avocats qui composent ce collectif, cette suspension d'assistance à leurs clients est une manière de protester contre les violations des droits de l'homme auxquelles le pays a souscrit. Et puis, le comité de suivi du Code de bonne conduite des médias en période électorale a entamé cette semaine une visite de terrain dans quelques rédactions de la place. Objectif, vulgariser davantage les articles qui interpellent les journalistes en période électorale
en vue de mieux les préparer pour la couverture des prochaines échéances dans le pays. Aïssata Fofana. Pour cette première journée de prise de contact avec les différentes structures de médias, le groupe de presse Gangan TV et Adafo Média dans la commune de Matoto ont constitué le point de départ de ce marathon. Et dans chacune de ces rédactions, le comité de suivi du code de bonne conduite des médias en période électorale a distribué des lots et affiches du dit code. Recevez ces 30 copies de code ainsi que ces 3 affiches. Vous accepterez de mettre dans vos différentes rédactions. Pour les bénéficiaires, ce geste vient à point nommé puisqu'il les permettra de mieux s'outiller en prélude aux élections communales et communautaires qui s'annoncent. Nous avons reçu 20 exemplaires. Chaque rédaction, en tout cas, va en bénéficier pour ses reporters. Je pense bien que c'est une bonne chose qu'un comité de suivi soit mis en place pour suivre les actions des journalistes des médias en Guinée. Ce code, nous vous en remercions du fond de nos cœurs. Nous avions vraiment besoin de ça pour nous parfaire, pour mieux faire fonctionner nos rédactions. Après avoir sillonné une vingtaine de médias audiovisuels, la presse écrite et suivie en ligne, le président du dit comité de suivi a émis le souhait de voir les hommes de médias s'approprier le contenu de ce code en vue de faire une couverture électorale responsable. Ce code-ci, si on a mis ensemble les journalistes des associations de presse, c'est pour qu'ils se sentent comme étant les accoucheurs de ce document. Donc ce code est un enfantement de l'ensemble des médias, de l'ensemble des acteurs de la presse. Et donc nous nous devons de l'entretenir en faisant en sorte qu'il soit respecté, qu'il soit appliqué au pied de la lettre, en tout cas en ce qui concerne la couverture médiatique pratiquée en période électorale. La démarche a été rendue possible grâce à l'appui du Centre européen d'appui électoral ECAS. Pour les prochains jours, le comité de suivi du code de bonne conduite des médias en période électorale entend atteindre 50 médias de la capitale prévus dans son agenda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.